Arnaud, c'est à toi. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Brain Up. Donc, je suis Arnaud de Moissac, le CEO de DC Brain. Donc, je suis absolument ravi de vous accueillir dans ce Brain Up dédié au change management dans la supply chain. On va être accompagné ce matin par 3 intervenantes ayant chacune une très forte expérience sur le change management, soit pour aider en fait les entreprises à l'appliquer, soit pour l'avoir appliqué elles-mêmes dans leurs entreprises. Donc, j'ai avec moi Isabelle, Catherine et Valérie. Isabelle, je vous laisse commencer à vous présenter. Bonjour à tous, donc je suis Isabelle Verlaine-Échalier, je dirige le cabinet IWE, I-WE. Et donc, nous travaillons en effet dans le change management, donc l'accompagnement agile des transformations et l'innovation managériale. Merci Isabelle. Merci. Catherine, à vous. Catherine, votre micro est coupé. Bonjour, Catherine Karim-Guinan, donc je suis j'ai une entreprise de conseil en supply chain. Je suis spécialisée dans la digitalisation de la supply chain et j'interviens dans des écoles de commerce, par exemple PPA Business School en supply chain. Merci beaucoup Catherine. Et Valérie, notre troisième intervenante. La communication avec Valérie s'est coupée. Je pense qu'il faudra qu'on enchaîne. Ouais, bon, j'ai l'impression qu'on a un petit problème de réseau avec Valérie. Donc, on va commencer par Isabelle. Avant, je vais faire un petit point sur comment vous pouvez utiliser l'interface du Brain Up pour répondre à des sondages, poser des questions, interagir entre vous. Et puis également une petite introduction au sujet. Donc, alors, comme vous voyez sur votre écran, le premier point qui va être important dans ce Brain Up, pour les habitués, vous savez comment ça fonctionne. On va lancer des sondages qui sont en rapport avec les interventions de nos intervenantes pour donner un peu de grain à moudre et puis commencer à échanger entre vous. Donc, c'est assez simple en termes d'utilisation. Comme vous voyez sur le slide, il y a un onglet dédié à ça. Ensuite, vous pouvez également poser des questions. Encore une fois, il y a un onglet questions qui est dédié à ça. Un petit point d'attention, bien penser à poser les questions dans l'onglet questions et à chatter entre vous dans l'onglet chat. Pourquoi? Parce que ce qui est très bien fait dans l'onglet questions, c'est que ça permet en fait de voter pour les questions qui ont été votées par d'autres, qui ont été posées par d'autres, afin de les faire remonter. Donc, ça permet de faire émerger les questions qui vous semblent les plus intéressantes. Et puis, le dernier onglet, c'est le chat, qui va vous permettre tout simplement, comme dans tout chat, d'interagir, de parler, de réagir à chaud. Et vous êtes bien évidemment grandement invité à le faire. Voilà. Peut-être maintenant une mise en contexte de pourquoi ce webinaire sur le change management. Alors, ce qui est assez paradoxal, je trouve, de parler de change management en supply chain, c'est que le premier rôle de la supply, c'est sans doute de gérer le changement au quotidien. Tout planificateur ou acteur de la supply sait que une grande partie du travail, c'est de prévoir ce qui va se passer, d'essayer d'anticiper ce qui est difficilement anticipable et de trouver les meilleures solutions pour y réagir. Donc, le travail d'un acteur dans la supply, c'est précisément de faire en sorte que ça fonctionne malgré le changement du contexte autour de soi. On l'a vu au travers de la crise du Covid, qui a été un gros changement, un gros bouleversement. Ça continue aujourd'hui avec les tensions au niveau des capacités de transport, au niveau des capacités, par exemple, des saturations des ports, des changements de route avec la guerre en Ukraine. Voilà, tout ça, les impacts également carbone qui viennent perturber de cette supply. Donc, au quotidien, l'acteur de la supply doit en fait changer sa façon de travailler et même changer en fait son terrain de jeu qui est ce réseau. Pour autant, face finalement à la densité du travail, c'est parfois compliqué de mettre en place de nouveaux outils et de nouveaux process. Peut-être une anecdote,
je discutais avec le patron de l'innovation d'un grand groupe de transport aux US qui me disait, donc il venait de gagner un prix pour avoir mis en place de la prévision d'inventaire dans ses stocks, ce qui permettait en fait d'avoir un inventaire tournant beaucoup plus fiable. Il m'a dit, c'est simple, ça a été 9 mois pour entraîner les algorithmes et 9 mois pour faire la conduite du changement pour que les opérationnels se mettent à utiliser ces algorithmes. Donc il y avait autant de techniques, sachant que c'était la technique pas très simple, des réseaux de neurones, du machine learning, des trucs comme ça, et au moins autant de temps pour faire accepter aux opérationnels dans leur quotidien l'utilisation de cette technique qui pourtant avait prouvé son efficacité, avait même gagné de la part de leur père, de Supply, donc un award qui avait prouvé cette efficacité. Donc je crois qu'on est vraiment au cœur du sujet. Comment en fait amener des personnes qui gèrent le changement au quotidien dans leur outil de travail à eux-mêmes se changer face à la nécessité d'évoluer dans leur façon de travailler. Voilà, donc je vais maintenant arrêter de parler et laisser la main à nos intervenantes. Isabelle, c'est à vous. Ah, pardon. Désolé, Isabelle, j'ai juste oublié de préciser que donc on a lancé un premier sondage en parallèle de votre intervention. Donc j'encourage tout le monde à aller voir ce sondage. Voilà, la scène est à vous. Super. Donc, rebonjour à tous. Alors, moi, j'ai la lourde tâche de commencer pour nous donner un peu un état des lieux général de ce que ça veut dire la conduite du changement, le change management. C'est un petit peu à la mode de le dire en anglais. Donc, voilà, l'objectif, c'était vraiment de commencer cette conférence avec les fondamentaux. Alors, peut-être que certains d'entre vous sont déjà dans la boucle. Donc, j'ai appelé ça de la conduite du changement à l'accompagnement agile des transformations. Je vous dirai pourquoi à la fin. Alors, normalement, j'ai accès à distance pour passer la slide. Ça y est. Alors, j'ai 3 questions à vous poser. La première, c'est à votre avis, qu'est-ce que le changement? N'hésitez pas à répondre dans le chat. La deuxième, qu'est-ce que la conduite du changement? Et la troisième, quelle différence majeure entre la conduite du changement et la conduite de projet? Voilà. Donc, je peux regarder un tout petit peu, mais je ne vais pas trop attendre puisque je n'ai que 10 minutes pour voir. Je vais regarder vos réponses en parallèle de ce que je vais vous raconter. Mais en tout cas, l'objectif, c'est justement d'être le plus interactif possible. On a un outil qui va nous aider à ça. Et donc, je vais essayer de répondre moi-même à ces 3 questions-là, mais n'hésitez pas vous-même à me dire ce que vous en pensez. Il n'y a pas de livrable et de méthodo préétabli dans la conduite du changement versus projet. Ah, changement est subi, conduite du changement est active. Très bien. Sous-entendu, ça s'adapte. Bon, on va regarder ça. Alors, il faut que j'appuie 2 fois pour que ça bouge. Alors, la première chose, qu'est-ce que le changement? Donc, le changement, c'est en effet le passage d'un état A à un état B, d'un état actuel à une situation désirée. Donc, c'est valable bien sûr dans le monde de l'entreprise, mais c'est valable pour tout type de changement. D'accord? C'est un peu du bon sens, mais c'est pas mal de se le dire. Puis du coup, qu'est-ce que ça fait quand on vit des changements? Eh bien, du coup, systématiquement, il y a un changement d'équilibre. On passe d'un état A à un état B, et donc on est obligé de vivre une transition. Donc, quel impact ça a, cette transition, de manière collective ou de manière individuelle? Donc, je vais rebondir sur ce qu'a dit Arnaud à l'instant dans l'introduction. Il y a bien sûr une différence fondamentale, et c'est bien là, c'est pour ça qu'il est important de travailler en conduite du changement, de faire de la conduite du changement, entre la perception de l'entreprise et la perception des collaborateurs. Donc, vous savez qu'une entreprise, c'est avant tout une somme d'individus, une somme de collaborateurs, comme tout groupe, et donc il convient d'accompagner le changement de chacun de ses collaborateurs. Donc, regardez ce graphe et on parle de lui-même. Quand on lance un projet, par exemple, de digitalisation
de la supply chain, donc la mise en place d'un nouvel outil, un nouvel ERP, etc., par exemple, on va avoir un projet assez ficelé avec des PMO, avec une direction de projet assez claire, une direction de la transformation assez claire, avec des KPIs clairs, coût, délai, qualité, un début, une fin. Donc pour l'organisation, c'est linéaire. Alors, c'est plus trop linéaire, comme vous le savez autant que moi, un projet, mais en tout cas, on sait où on va. Et puis pour l'individu, c'est pas tout à fait pareil. Pour l'individu, les changements, déjà, il va peut-être même continuer, et la période de transition, elle va peut-être continuer, alors que l'organisation a considéré que l'atteinte des objectifs était là. Il y a toute une période d'acceptation du changement qui est longue et qui est surtout très individuelle. Elle va être différente d'une personne à une autre. Elle va être différente d'un service à une autre. Vous connaissez autant que moi la culture des entreprises, la culture des services. Une DSI, par exemple, ne va pas du tout accueillir les changements de la même manière qu'un service juridique, par exemple. Je ne donnerai pas d'avis, mais vous pouvez peut-être, ça dépend du type de changement d'ailleurs. Voilà, et donc pour continuer un peu, je suis désolée, ça met un petit peu de temps pour changer le slide. Hop, je reviens en arrière. Donc ce qui se passe, bien sûr, à titre individuel, et bien sûr, on a des acquis, on a des habitudes, on est en sécurité, on est en confort, et puis il va falloir s'adapter. On va rencontrer des difficultés, on va rencontrer heureusement des opportunités, mais ça va créer un certain déséquilibre. Et donc, la conduite du changement, c'est justement l'accompagnement de l'état A à l'état B, l'accompagnement de l'existant connu au futur promis. Alors, face aux résistances, qu'est-ce qui se passe? Donc, regardez ce slide, je vais mettre en plus gros pour moi. Hop. Je suis désolée, on a un outil magnifique, mais du coup, là, il faut que je me l'approprie. Justement, moi-même, je suis en pleine adoption du changement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on est en état actuel, tout va bien, je suis performant, je me sens bien, j'ai passé du temps à m'habituer, j'ai passé du temps à apprendre à travailler comme cela, j'ai mes repères. Et puis, il y a cette période transitoire. J'y vois pas clair, je n'ai pas compris les raisons, je n'ai pas de temps de me préparer, d'apprendre quelque chose de nouveau. Nous pouvons nous égarer en route. L'état futur, je ne sais pas à quoi ça va ressembler, j'ai peur, je ne connais pas les étapes d'après, je ne suis pas sûre d'être à la hauteur, de savoir faire avec, j'ai peur de l'inconnu. Et bien du coup, comment on fait pour gérer ce passage de l'état actuel à l'état futur? Eh bien justement, c'est exactement l'intention de la conduite du changement, c'est justement de s'assurer que les collaborateurs aient compris et se retrouvent dans cet état futur préparé, digéré, et qu'ils se disent « j'ai compris à quoi ça sert, l'objectif visé, j'ai compris l'objectif visé, je perçois mieux ce que je peux y gagner, je sais quoi faire pour être capable d'y faire face, on va m'y aider et je me sens plus serein car j'ai expérimenté. » Alors, je vous pose une autre question et je vais dézoomer pour regarder vos réponses. Comment on fait? À votre avis, c'est ce que je vais vous dire. Là, c'est une petite intro, mais… Damien est en train de taper. Alors, vous allez me dire, ça dépend beaucoup des projets, mais justement, l'objectif, c'est que je vous donne, vous allez voir après, vous allez avoir des exemples très concrets, mais l'objectif, c'est que je vous donne un peu la big picture, si je peux me permettre d'utiliser un terme anglais, de la conduite du changement. Parce que finalement, un individu, tout individu que nous sommes tous résistants au changement, d'une manière ou d'une autre. Et donc, du coup, il y a quelques règles clés qui permettent justement d'accompagner les transformations, à titre individuel ou collectif. Voilà, j'aurais la communication, très bien. J'aurais ajouté dans l'état actuel, la conscience d'un besoin de changement, une difficulté, un contexte qui permet qui remet en cause le confort actuel. Exactement, mais ça commence par là. Donc la première étape, c'est en effet d'expliquer, de communiquer, d'expliquer le sens de ce changement pour créer le désir de changement. D'accord? Donc c'est en effet la communication.
La deuxième étape, c'est la formation. OK? J'ai peur d'y aller. J'ai peur d'y aller parce que je ne sais pas ce qu'il y a derrière et j'ai peur d'y aller parce que je n'ai pas les compétences pour y aller. Ou j'ai peut-être pas les compétences en fait. Je ne sais pas. Et donc du coup, bien sûr, il faut former. Le troisième, c'est l'engagement. Ok, très bien, j'ai été informée, j'ai été formée, mais parfois ça ne suffit pas. J'ai besoin d'un petit incentive, j'ai besoin d'en rajouter un peu. Et donc, souvent, c'est les RH qui font les plans d'engagement. Je vais vous donner des exemples concrets derrière tout ça, bien sûr. OK? Donc, si je suis concrète, plus concrète, je communique. Donc, je vais vous donner un exemple concret. Moi, j'ai travaillé chez Brinks, OK, qui est une entreprise de transport de fonds. Et la Brinks a décidé, il y a à peu près 10 ans, un peu plus, de changer de business model. C'est une entreprise de transport. Et elle a décidé de changer de business model, et une fois de plus, de devenir une entreprise de service qui vend du flux financier, du flux fiduciaire. Et donc, du coup, très bien, changement de tarification, changement, une fois de plus, de business model face aux clients, communication auprès des clients. Et puis, ces 3000 collaborateurs, eh bien, du coup, il fallait travailler sur leur changement de posture. Passer d'une entreprise de transport à passer une entreprise de service, c'est pas tout à fait la même chose et ça a un impact important en termes de posture. Et donc, il a fallu expliquer concrètement, aller voir les collaborateurs et d'expliquer pourquoi est-ce qu'il fallait changer et pourquoi il fallait faire cette transformation. Donc, on est allé voir, il y a eu beaucoup d'agents du changement qui sont allés un petit peu partout dans toutes les agences, les 100 agences de Brinks dans France, pour aller parler en one-to-one, pas en one-to-one, mais en tout cas, la personne, l'agent du changement, avec une quinzaine de convoyeurs de fonds, entre autres, et leur expliquer pourquoi il fallait changer. Donc, le why du changement. Et de manière très factuelle, ils ont montré, parce que j'y étais pas à chaque fois, bien entendu, les mêmes éléments. Moi, j'étais donc en charge du pilotage de ce projet, et j'avais à cœur qu'on montre de manière totalement transparente les mêmes éléments que ce que mon PDG Patrick Lagarde montrait à ses actionnaires ou des États-Unis 6 mois avant, pour expliquer pourquoi il fallait changer. Donc, de manière très pragmatique, un graphe, une charte, en expliquant, voilà, si on ne change pas de business model demain, dans 10 ans, Brinks n'existe plus. Voilà. Donc, non seulement on explique l'importance du changement, le why du changement, et l'impact si on ne change pas. Voilà. Donc, on raconte une histoire, mais une histoire vraie, basée sur le marché, qui permet d'embarquer les collaborateurs et en effet de créer le désir de changer. Donc, ça, c'est la communication. La communication, elle est valable au début de l'histoire, donc awareness, d'accord, mais elle est également valable tout au long de l'histoire. Je mets en place un nouvel outil sur la supply chain, je vais tout au long de la mise en place de l'outil communiquer auprès des collaborateurs pour expliquer l'avancée du projet. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et à un moment donné, et ça arrive dans n'importe quel projet, tiens, mince, on a pris un peu de retard sur le déploiement de tel outil. Communiquer auprès des collaborateurs. C'est extrêmement important. Sinon, quand il y a des trous, généralement, ça c'est lié au biais cognitif, on se fait des petites histoires et on remplit les trous. Et du coup, ça peut créer des résistances au changement. OK ? Donc, la communication, je pourrais développer davantage, c'est en 3 étapes. Awareness, Adoption et Reinforcement. La formation, eh bien, ce qui est important, c'est bien sûr de mettre en place, de trouver les meilleures modalités d'apprentissage qui soient appropriées à votre cible. Aujourd'hui, avec la neuroscience cognitive, on a appris beaucoup de choses, et ces 15 dernières années, autour de la manière dont un individu peut apprendre et ancrer les savoirs. C'est extrêmement important en conduite du changement, parce que ce qu'on veut apprendre aux collaborateurs, c'est apprendre à désapprendre pour réapprendre quelque chose de nouveau. Mais le problème, c'est qu'ils ne doivent pas le faire juste pour un outil en place sur la supply chain. Ils doivent le faire pour toutes les transformations qu'il y a au sein de l'entreprise. Donc, du coup, ça peut générer énormément de charges cognitives si on ne le fait pas bien.
Et donc, du coup, il faut réfléchir de manière agile et de manière innovante à tout ce qui peut exister en termes de modalités pédagogiques pour pouvoir faciliter l'ancrage des connaissances. OK ? Je vous donne un exemple concret. Vous décidez de mettre en place un nouvel outil. Vous savez que les utilisateurs vont donc un outil IT, vous savez que les utilisateurs ne vont pas l'utiliser souvent. Vous dites, OK, concrètement, comment je fais pour ancrer les savoirs? C'est très dur, vous savez autant que moi que si vous êtes formé à un moment donné sur la façon dont vous faites vos notes de frais, mais que vous les faites une fois tous les 3 mois, quand vous allez vous y remettre, vous allez oublier. On est tous pareils. Alors, une des choses qui est faite, par exemple, que j'ai pu voir et que je trouve très intéressante, c'est de former des super users. Et puis de mettre les super users au milieu de l'open space. Comme ça, le jour où vous décidez de faire votre note de frais, tiens, vous savez que vous avez l'user qui n'est pas loin, etc. Vous voyez, donc, voilà des techniques et un exemple très concret de ce qu'on peut faire en change management pour essayer justement d'apprendre, là, pour le coup, entre pairs, faciliter l'apprentissage entre pairs pour continuer l'ancrage. D'accord ? Et troisième exemple sur l'engagement, qui est un peu plus abstrait, hein, le plan d'engagement, donc une fois de plus, plan de communication, plan de formation, plan d'engagement. Et bien là, par exemple, je vous parlais de Brinks tout à l'heure. On a décidé de changer de business model. OK, très bien. C'est une transformation culturelle finalement. C'est une transformation, c'est une transformation culturelle très importante. Donc, on a travaillé sur cette transformation culturelle avec des valeurs qui sont déclinées en comportement très concret pour les managers, puis pour tous les collaborateurs. On a commencé par les managers. On a commencé par les 300 managers de France et puis par les 5000 managers au niveau du groupe. Très bien. Est-ce que ça suffit à votre avis? De leur dire, il faut faire une transformation culturelle, voilà les valeurs qui sont déclinées en comportement. Généralement, c'est pas très bien accueilli, ce genre de choses. On se dit, ouais. C'est un peu du, pardon, hein, bullshit de la RH, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, du coup, concrètement, vous savez très bien que si on décide de mettre en place ce genre de choses, c'est pour appuyer, bien sûr, une stratégie et une transformation de business model. Et donc, concrètement, ce qu'on a fait, c'est que la direction générale a considéré que c'était un des 3 piliers de la stratégie de Brinks, hein, la transformation culturelle. Et donc, on a décidé de faire en sorte que 30% des bonus de tous les managers de Brinks Inc. Soient attitrés, soit adossés à cette transformation culturelle, avec des objectifs très concrets à décliner. Donc, vous l'avez compris, voilà 3 grands axes du change management. Donc, la communication, la collaboration, la communication, la formation et l'engagement, dans lequel il faut rajouter quelque chose de très important et qui est d'autant plus dans l'air du temps en ce moment, c'est l'expérimentation en permanence. Hein, c'est le fait de se mettre en exercice, de créer des labs d'expérimentation, de test and learn, etc. Et puis tout ça, bien sûr, doit être mesuré et piloté, hein, parce que sinon, ça ne sert à rien. Et donc, au fil de l'eau, tout au long du projet, tout au long du programme, tout dépend un peu du périmètre de l'action, eh bien, il faut mesurer quoi? Il faut mesurer l'adhésion des collaborateurs, bien sûr. Hein, c'est le principe du change management, c'est justement de faire en sorte que les collaborateurs adhèrent. Donc, voilà. Dernier point avant de laisser la parole à mes camarades. Alors, de la conduite du changement à l'accompagnement agile des transformations. Pourquoi j'ai écrit ça? C'est plus trop à la mode de parler de conduite du changement. C'est même complètement has-been, pour tout vous dire. La conduite du changement, c'est un terme qui a été, qu'on utilisait un peu dans les années 80 et qui est très connoté, plan social. En France, on se dit, oh là, la conduite du changement, ça veut dire qu'on va virer des gens, etc. D'accord? Donc déjà, dans notre jargon, le jargon des coachs, le jargon des personnes qui font de la transformation, on parle d'accompagnement du changement. On est plus dans l'accompagnement. Et l'accompagnement du changement, il peut se faire de manière individuelle ou collective. Dans les années 80, au début de ces histoires de change management, là, eh bien, en effet, il y avait des gros cabinets et on mettait en place des modes, des plans de conduite du changement très descendants, avec, et vous l'aurez compris, un plan de communication, un plan de formation, un plan d'engagement, des KPIs qui vont avec et un pilotage. OK ?
extrêmement descendant, extrêmement linéaire, cette manière de faire. Alors, vous allez me dire, c'est ce que je viens de vous dire juste avant. Ce sont les ingrédients indispensables à la réussite de la conduite du changement. Mais aujourd'hui, bien sûr qu'il faut être plus agile. Il faut être itératif. Un changement n'est pas linéaire. Okay, une transformation n'est pas linéaire. Il y en a beaucoup et on sait très bien que le cap va changer parfois. D'accord? Donc, ce qui est aujourd'hui, ce qu'on sait depuis bien longtemps, c'est que la première chose, c'est qu'il faut impliquer les collaborateurs et ne pas avoir une méthode de conduite du changement descendante, mais bien au contraire, avoir une méthode de conduite du changement qui est très inclusive et qui va commencer par la base. Vous pouvez commencer à travailler avec les collaborateurs sur la manière dont ils vont s'approprier les nouveaux outils, par exemple. La manière, voilà, et ça, je pense que vous avez chacun beaucoup d'expérience, on va en parler aussi juste après, mais voilà, si j'ai un dernier message clé peut-être pour la réussite de la conduite du changement, c'est en effet d'être le plus inclusif possible et d'intégrer au maximum les collaborateurs pour les engager, pour les rendre acteurs de leur transformation. Tout le travail qui a pu être fait autour de l'engagement montre à quel point le fait d'être acteur du changement et du processus de changement va permettre de favoriser l'adhésion. Voilà, je m'arrête là parce que je pense que le timing est largement dépassé, je ne sais pas. N'hésitez pas à me poser des questions, maintenant ou après. Merci beaucoup Isabelle. Alors, il y a eu pas mal de réactions dans le chat. J'ai pas tout lu. Quelques-unes sous forme de questions. Je peux peut-être vous laisser y répondre et puis on a d'autres questions et puis on va parler également rapidement non, les sondages, pardon, c'est tout à la fin, tous ensemble. Donc, je ne sais pas si vous avez accès. Voilà, il y a une question sur la confiance et sur le changement et sur ce que vous disiez sur les plans sociaux. Peut-être, ça ressemble un peu à une question sur comment dire, la notion de risque liée au changement et la perception qu'on en a, peut-être. Bien sûr. Alors, justement, l'objectif de personnes qui pilotent le change management, qui font la conduite du changement, c'est que les gens ne partent pas. Notre unique objectif, c'est ça. Et quand les gens partent, c'est un échec. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'éviter quoi? Je vous pose la question, je vous renvoie la question. Les départs, les démissions, les burn-out, ça c'est individuel. Et d'éviter quoi, collectivement? Qui coûte très cher? Très, très, très cher. Des grèves. OK? Sans conduite du changement, on peut en effet, ça peut générer des grèves, pour l'avoir déjà vu. Donc, bien souvent, c'est très difficile enfin, c'est très difficile. On fait appel à nous quand c'est un petit peu chaud. Hein, donc, ça peut générer des risques psychosociaux, etc. Et dans un programme de transformation, eh bien, cette notion de conduite du changement, parfois, elle va être un peu oubliée. Hein, ou alors, on se dit, bon, c'est l'histoire de la RH, etc. Okay, moi, mon idéal, c'est que tous les managers aient cette acculturation. Vous l'avez compris, c'est beaucoup de bon sens. Formation, communication, engagement. Si tous les managers avec cette acculturation-là et l'avaient en tête, et c'était un peu complètement, voilà, ce serait l'idéal. Alors, je regarde ce qu'il y a. Donc, l'objectif de la conduite du changement, ce n'est pas que les gens partent. Au contraire, c'est justement de s'assurer, c'est finalement, il y a beaucoup de stats là-dessus, hein, le fait quand on fait une bonne conduite du changement, et bien, du coup, le projet est plus efficace, hein, est plus performant. De fait, parce qu'il y a plus d'adhésion et les individus sont plus engagés. Ok, merci beaucoup Isabelle. Alors, on avait d'autres questions, mais comme on est un peu en retard, on va sans doute les garder pour la fin, parce que ce sera pas mal que toutes les intervenantes y répondent. Catherine, donc maintenant on va avoir l'intervention de Catherine. Encore une fois, n'oubliez pas que on va avoir des sondages qui vont arriver sous forme de pendant l'intervention de Catherine, et je vous laisse donc y répondre et puis réagir dans le chat comme vous l'avez fait. À vous, Catherine. Merci Arnaud. En fait, je vais donc intervenir sur
par rapport à ce changement, comment faire pour mettre en place un projet de digitalisation de la supply chain? Et donc, aujourd'hui, plus que jamais, les entreprises, elles doivent s'adapter en permanence aux évolutions de ce marché et avoir une supply chain qu'on a pu la mettre en place, réactive et robuste, ça ne suffit plus. Il faut aussi qu'elle soit digitalisée via la collecte et l'exploitation des datas pour améliorer son agilité. Et donc, ça va permettre tout simplement de prévoir de façon précise les besoins, de réduire les erreurs et surtout d'informer en temps réel ses clients. On a une concurrence mondialisée qui est de plus en plus féroce et les entreprises, elles disposent à l'heure actuelle d'un levier de performance qui est essentiel, mais souvent négligé, c'est leur supply chain. Et donc, afin d'optimiser cette supply chain et de gagner en efficacité et en temps, et évidemment réaliser des économies, il va falloir booster la satisfaction client grâce à un taux de qualité accru et à des délais de livraison qui vont être réduits. Et donc, au fil du temps, la chaîne logistique, elle s'est étendue, elle s'est diversifiée, elle s'est externalisée et elle est aujourd'hui composée de différents acteurs. On parle beaucoup d'entreprises étendues, en impliquant des acteurs tels que les fournisseurs, les transitaires, les transporteurs, les commissionnaires de transport, les logisticiens. Et la digitalisation de tous ces processus logistiques, elle doit tenir compte de cette réalité et elle doit parvenir à englober tous les acteurs pour qu'ils puissent marcher d'un même pas. En facilitant les échanges, en rationalisant les process. Donc concrètement, le fait de digitaliser la supply chain va permettre de fluidifier les échanges entre les acteurs de la chaîne logistique, peu importe la distance qui les sépare, de collecter les informations cruciales concernant les flux de marchandises, par exemple recevoir des alertes en cas d'aléa, prendre des décisions stratégiques cohérentes. Il va falloir également planifier les opérations de transport, anticiper les besoins en matière de stock, réduire les coûts logistiques en choisissant au mieux les opérateurs de transport. À l'heure actuelle, c'est un coût qui a augmenté en cette période après Covid, réduisant les délais de livraison et en rationalisant tout ce qui est stockage en entrepôt. Et donc, accroître la productivité en allouant les ressources à des tâches à plus forte valeur ajoutée, comme la relation client, par exemple, par le biais de l'automatisation. Donc, tout cela ne peut se faire que si on a correctement modélisé tous les process existants en amont afin de construire les fondations du projet. Et ça, c'est très important. Plus globalement, la cartographie de l'entreprise, avec pour objectif de digitaliser la supply chain, va conduire à simplifier la gestion de chaque maillon de la chaîne et de superviser plus efficacement celle-ci. On va prendre des décisions stratégiques pertinentes et tout ça va avoir des conséquences positives à la fois sur la performance de l'entreprise, mais aussi sur la satisfaction des clients. Et donc, ça va nous permettre de garder un avantage compétitif et de consolider l'image de marque de votre entreprise. On peut considérer que la digitalisation de la supply chain est une transformation numérique concrète, globale, qui est intégrée à la chaîne de valeur. Et cette chaîne de valeur regroupe l'ensemble des flux physiques et IT, depuis les fournisseurs, où qu'ils soient dans le monde, jusqu'aux clients finaux, les consommateurs. Donc, cette digitalisation, elle va permettre d'anticiper les besoins. Les datas sont aujourd'hui au centre de toutes les attentions, mais la clé réside dans leur exploitation. Comment utiliser le nombre de pickings par heure effectués par un opérateur au sein d'un entrepôt logistique? Comment tirer profit d'un historique de stock d'une entreprise? On croule sous les datas. Et donc concrètement, pour une entreprise, l'exploitation des datas passe par la mise en place de KPI qui évoluent en temps réel et par l'ajustement des modèles prédictifs. Prenons le cas d'une supply chain digitalisée dans le domaine de la grande distribution. Aujourd'hui, lorsqu'un consommateur achète un paquet de café,
le grossiste de l'hypermarché où l'achat est effectué peut en être informé immédiatement. Et donc, décider si l'hypermarché doit être réapprovisionné au champ ou non. Pour prendre cette décision, il va s'appuyer sur l'intelligence artificielle et sur des modèles prédictifs basés sur des historiques de vente. Sont aussi intégrés les effets météo, par exemple, la saisonnalité, pour avoir des prévisions les plus fiables possibles. L'enjeu, il est donc de mieux anticiper les besoins tout au long de la chaîne d'approvisionnement grâce à la digitalisation pour mieux y répondre. Alors, comment on fait? Premièrement, en se reposant sur le digital, ses outils et la mécanisation. De nos jours, de plus en plus d'entrepôts logistiques mettent en place pour leur stock, une mécanisation complète ou partielle. Les WMS et les WCS sont de plus en plus performants, tout comme les différents systèmes d'information qui vont échanger avec eux de la part de nos partenaires. Certains WMS permettent d'accélérer les temps de picking de 25%. Le principe du good to man, elle fait légion, et un nombre croissant de préparations de commandes sont effectuées via ce principe en étant semi-automatisées. Lorsqu'elles ne sont pas automatisées entièrement. Mais, et là je fais le lien avec ce que disait Isabelle, l'humain reste au cœur de l'activité. Les machines sont là pour l'accompagner, à accélérer à la fois les processus physiques et les processus d'aide à la prise de décision. Et le recours à la mécanisation permet aussi de mieux absorber les pics d'activité et la digitalisation, d'anticiper les besoins qui vont être en amont. Mais pour que la digitalisation elle soit une réussite, il faut garder deux choses en tête, c'est que le niveau de maturité digitale de l'entreprise et le niveau d'adoption des outils digitaux par les collaborateurs. Et donc, on doit disposer d'une supply chain digitalisée à sa hauteur, ni sur, ni sous-dimensionné par rapport à sa taille. Il faut également s'assurer que ces outils digitaux soient bien accueillis par les collaborateurs, car tout projet de transformation digitale doit partir des besoins opérationnels. Il convient d'adopter une conduite de changement efficace afin de ressortir la pertinence et la nature du changement digital auprès des équipes et susciter l'adhésion. Par exemple, prenons l'exemple d'Amazon. Dans le cadre de la mise en place de son automatisation, c'est un retour des collaborateurs, donc les personnes au picking, qui a permis, par exemple, la mise en place d'une scotcheuse automatisée avec la bonne longueur de scotch en fonction du type de carton. Et ça a été une demande et c'est remonté pour mettre en place cette scotcheuse automatique et qui a été ensuite mise en place dans l'ensemble des entrepôts Amazon. Et donc, cette supply chain ou chaîne d'approvisionnement, c'est un ensemble de processus opérationnels stratégiques et c'est le pilier du développement et de la performance des entreprises. Au sens large, que je vous disais au début, elle regroupe tous les professionnels, du fournisseur au client du client. Et donc, l'enjeu de cette supply chain, c'est de répondre à la demande des clients avec le bon compromis entre le niveau de service et le coût global. Et pour bien en fonctionner, une entreprise, elle doit avoir des données intégrées et communes afin de faciliter la collaboration entre les différents services, créer des objectifs uniques pour tous les collaborateurs. Par exemple, le Sales and Operation Planning, SNOP, qui va aider à atteindre cet objectif. Le SNOP, c'est quoi? C'est un processus qui est avant tout collaboratif, qui va viser à atteindre un équilibre entre les objectifs du plan des ventes, les objectifs financiers et les capacités internes de l'entreprise, dans le but de créer un plan unique. En d'autres termes, l'objectif du SNOP, c'est d'aboutir à une vision partagée afin d'allouer les ressources permettant de réaliser les objectifs d'affaires. Cette vision à moyen terme va permettre de mettre en évidence les potentiels blocages à venir et à définir les actions que chacun a à conduire pour contrer ces blocages. Les entreprises, elles vont pouvoir ainsi optimiser leurs process et revoir leur manière d'utiliser leurs outils. Par exemple, passer de l'utilisation d'un tableur Excel à un logiciel ERP
qui va permettre de gérer et de structurer toutes les données et d'instaurer un langage commun entre les différents collaborateurs. Et pour ce faire, il va falloir une forte mobilisation des ressources internes. Parmi les conditions de réussite de cette transformation métier ou digitale, au cœur de l'entreprise, il y a nécessairement l'implication des hommes à toutes les étapes du projet. Premièrement, au lancement, ce que disait Isabelle, et tout le long du projet pour supporter la vision. Donc, le challenge de la transformation, elle va nécessiter qu'il soit porté conjointement par les métiers, par la DSI et la direction générale, afin de disposer de tous les moyens pour mettre en œuvre les évolutions souhaitées. Elle aidera à évaluer l'appétence des collaborateurs pour le changement et permettra de mettre en place des dispositifs pour les accompagner dans leur évolution. La communication autour de ce projet pour une collaboration plus effective des salariés dans un climat de confiance. La résistance au changement, c'est le principal frein de la transformation derrière les contraintes financières. Et donc, on va trouver plusieurs typologies de comportements. 10% de pionniers, 20% de réfractaires, 70% qui vont être prêts à suivre s'ils comprennent le sens du changement pour leur organisation et pour eux-mêmes à titre individuel. Donc, le travail à faire sur la communication auprès des salariés peut constituer un projet à part entière. Et cette mission, elle va être souvent confiée à une personne dédiée. Et donc, les collaborateurs, ils doivent être également rassurés. Et la redistribution des tâches est souvent facteur d'inquiétude, donc voire de défiance de la part de certains collaborateurs. Ma première mission de conseil dans ma carrière, c'était en fait donc, dans une entreprise de conseil, nous devions proposer des casiers de tri ergonomiques pour la poste. Et pour améliorer ces casiers, on était obligé de décomposer les mouvements des collaborateurs et de les chronométrer. Et la direction a été obligée de nous demander de stopper la mission et d'expliquer à tous les collaborateurs, car un avis de grève avait été lancé. En fait, rien n'avait été anticipé. Et ensuite, une fois que tout cela a été mis en place, ça s'est excessivement bien passé. Donc, la formation et le support pour le déploiement est un support pour le déploiement réussi de tous ces outils. Et donc, l'appropriation des nouveaux modes de fonctionnement, elle est loin d'être intuitive. Et d'un point de vue technologique, tous les collaborateurs ne sont pas égaux en matière d'usage numérique. Donc, il est indispensable de les impliquer, depuis la réflexion sur le choix des outils jusqu'à la formation et à l'accompagnement dans ce nouveau quotidien digital. Donc, pour conclure, changer l'organisation interne, elle va être toujours un défi pour l'entreprise, mais innover reste plus que jamais indispensable pour répondre aux besoins des clients et ne pas se faire dépasser par la concurrence. Et donc, si la digitalisation de la supply chain, elle offre de nombreux atouts, il est primordial d'apporter des changements sur le plan organisationnel et purement humain avant d'adopter de nouveaux outils digitaux. Merci beaucoup Catherine. Alors, on a eu quelques réactions et puis on a aussi quelques questions. Ce qui semble ressortir, c'est que effectivement, en termes de maturité, il y a la supply chain n'est pas forcément le secteur le plus mature en termes de digitalisation. Et donc, je pense qu'une des questions, une des interrogations qui ressort du chat, c'est par quoi est-ce qu'on commence? Est-ce qu'il faut initier le changement pour introduire finalement la donnée dans l'entreprise ou une fois qu'on a la donnée, c'est le moment en fait d'initier le changement pour dérouler des outils et faire des choses plus opérationnelles? Il faut d'abord, je prends un exemple d'une TPE, alors c'est pas forcément un grand groupe, mais de toute façon, ça s'adapte à toutes les entreprises. En ce moment, je mets en place un ERP pour une petite entreprise qui s'appelle Café Miguel. Et donc, d'abord, on met en place la cartographie de l'entreprise, on dessine, entre guillemets, tous les process et on récupère les données, on voit qu'est-ce qui a été changé,
entre les différents partenaires extérieurs à l'entreprise et également en interne. Et ensuite, on a les fondations et après, on met en place une digitalisation. Alors ça peut tout simplement démarrer, par, la mise en place de code barre et de RP pour ensuite, en fait, une fois, en fait, qu'on a ces fondations, ça peut aller très vite, en fait, la mise en place, d'une digitalisation dans la supply chain. Mais on doit d'abord sortir du quotidien, mettre à plat et ensuite, on peut démarrer, très, très vite. Ok, merci. On avait une question, c'est comment un manager peut-il lancer un projet de digitalisation si lui-même ne se sent pas expert du sujet? Ce n'est pas forcément des compétences qui sont très répandues. Alors, Alors, Laetitia il y a et Valérie, pardon, Isabelle et Valérie, n'hésitez pas également à répondre. Catherine, je vous en prie. Alors après, il y a des entreprises, il y a des formations, hein, comme on est en train de le faire. Il y a des formations, qui sont faites sur LinkedIn, en vidéo et cetera. Il y a des formations par des entreprises et puis les offreurs de solutions accompagnent. Ok. Nous avons aussi tous plus ou moins une expérience digitale, chacun d'entre nous. Qui n'a pas commandé sur Amazon, qui ne commande pas sur des sites marchands, qui ne se renseigne pas par Internet. Je crois qu'il ne faut pas cloisonner la vie en segments professionnels, personnels. Les attentes que nous avons aujourd'hui quand nous réservons nos voyages, nos déplacements ou autres en utilisant des applications, nos collaborateurs les ont également. Et quand ils se tournent vers leur système d'entreprise et qu'ils voient que c'est qu'un vieux truc, si je puis dire, qui n'est pas intégré, eux aussi peuvent être extrêmement moteurs dans le changement. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer le niveau de connaissance digitale lié à l'immersion dans le monde actuel. Ok, merci. Une autre question qui était en lien avec celle-ci, c'est toujours au sujet du management versus les utilisateurs, sachant que les managers sont eux-mêmes des utilisateurs, mais finalement, quel rôle attend-on d'un manager? Qu'est-ce qu'il doit jouer comme rôle auprès de ses collaborateurs pour accompagner ce changement? Je peux peut-être répondre. Si vous voulez. Donc, le manager, il est avant tout, il est avant tout, il doit impulser le changement. Il doit faire partie intégrante de l'équipe qui pilote le changement. Donc c'est une courroie de transmission. C'est celui qui, voilà, c'est le manager leader. C'est celui qui va embarquer les collaborateurs dans le changement. Donc il faut d'abord que lui-même, à titre individuel, il soit convaincu. Il soit user un peu, ou qu'il ait essayé un peu, hein. Il n'est pas obligé d'être expert du tout, mais en tout cas qu'il soit convaincu de l'importance de ce changement et qu'il incite, qu'il mette tout en œuvre au sein de son périmètre pour pouvoir faciliter l'adhésion des collaborateurs. Vous vouliez dire peut-être compléter Par exemple, un manager, pour moi, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de ses équipes. Comme l'a dit Catherine, les personnes qui font le travail au quotidien savent, connaissent les difficultés rencontrées et où on peut absolument très facilement libérer de la productivité et surtout libérer de tâches ingrates, voire trop bureaucratiques ou administratives, le quotidien. Aujourd'hui, par facilité, on a multiplié certains outils digitaux pour être digitalisés, mais on a augmenté le travail individuel de chacun des collaborateurs au-delà de leur mission et de leur fonction. Donc là aussi, on dit c'est simple, il n'y a qu'à cliquer ici. Quand par exemple vous devez suivre des envois avant que vous receviez une control tower, la control tower d'un entrepôt vous dit maintenant vous allez vous connecter sur notre site. Donc si on doit se connecter sur 50 sites parce qu'on a 50 dépôts, vous imaginez bien le quotidien de la personne qui doit informer et suivre. Ça devient vite un enfer. Donc, effectivement, être à l'écoute des équipes en tant que manager, c'est extrêmement important et je pense que la structure pyramidale a fait son œuvre. Nous avons une main-d'œuvre et des équipes extrêmement bien formées qui ont tous suivi des études pour part supérieure ou qui ont une expérience, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'intégrer des études tôt, mais qui ont une vraie expérience terrain. Et cette valeur, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important qui a été par trop négligé. Les consultants, même les équipes consultants le savent, hein, sont les premiers à les voir, mais les managers, souvent, ne le font pas. Je ne sais pas pourquoi les raisons, mais souvent, les managers
essayent de trouver de l'information à l'extérieur au lieu de se tourner vers l'intérieur et poser en toute transparence et en toute honnêteté les questions à leurs équipes. Qu'est-ce qui pourrit votre vie au quotidien? Et ça peut être déjà le premier projet de digitalisation. Ok, très clair. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a quelque chose qui ressort vraiment déjà dans nos 2 premières interventions, c'est l'usage doit passer avant le digital, avant les objectifs, avant on va repartir vraiment de la base, écouter la base pour pouvoir initier ce changement et aller plus loin tous ensemble. On va du coup passer à notre 3e et dernière partie avec Valérie. Donc Valérie, je vous passe la main. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis désolée, j'ai eu un petit problème de connexion au début. Donc, Valérie Leblanc, je suis responsable logistique et distribution Europe pour la société Corteva. J'ai à peu près une vingtaine d'années d'expérience dans différentes industries globales dans les domaines de la supply chain, donc la chaîne d'approvisionnement. Et philosophiquement, la chaîne d'approvisionnement ne peut être pas plus forte que son maillon le plus faible. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de partager avec vous aujourd'hui cette expérience de mise en place de différents projets de digitalisation au cours des différentes années et d'essayer de synthétiser pour vous un petit peu le chemin le plus safe, le plus sûr à suivre. Alors, attendez, on va essayer de passer au slide suivant. Hop. Un petit délai d'attente. Est-ce que ça marche? Non. Encore? Oui, voilà. Alors, j'ai essayé de synthétiser sur ce slide les sept étapes principales, je dirais, pour une mise en place réussie d'un projet de digitalisation. Donc, je dirais avant tout et surtout, c'est répondre à un besoin du client, que ce soit directement ou indirectement. In fine, cette action doit quelque part aboutir à donner une valeur, qu'elle soit par le biais d'une valeur à un collaborateur qui aura plus de temps, plus de volonté, d'engagement à répondre à un client, ou que ce soit directement pour le client. Sachant qu'en prérequis, il faut toujours s'appuyer sur les valeurs de l'entreprise. Maintenant, nous sommes dans un monde où chaque entreprise publie ses valeurs, ses priorités, donc qui sont données par le board, le management ou la direction générale sur une TPE. Il faut s'appuyer dans ce cadre-là pour rester cohérent avec les autres fonctions et privilégier tout ce qui peut donner de la valeur, in fine, aux clients et aux équipes. Donc, commencez petit, commencez simple, faites un pilote. C'est très important de faire un pilote et surtout avec les équipes, pour les équipes. C'est une manière aussi pour eux de leur montrer, de vaincre la barrière de la peur de la digitalisation, de pouvoir toucher de près l'outil, de pouvoir se l'approprier, de pouvoir aussi contribuer à sa paramétrisation, contribuer à son développement et à sa validation. C'est aussi important d'embarquer dans le voyage l'encadrement intermédiaire quand vous en avez, pour justement commencer à pouvoir, si je puis dire, déminer et répondre dans la plus grande honnêteté possible toutes les questions qui sont susceptibles de se poser. Alors, nous entrons, je pense, dans une nouvelle ère. Beaucoup de peurs sont liées aux années 80, 90, 2000, 2010, où il y a eu beaucoup d'approches de rationalisation, en gros, faire court, pression de citron. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont extrêmement chargées, les gains de productivité ont été énormes au sein des entreprises, donc le personnel est vraiment très, très sollicité. Donc aujourd'hui, je dirais que cette phase d'angoisse de perdre son job, il faut quand même dire les choses, va arriver à s'inverser, comme le marché de la logistique s'est inversé il y a 3-4 années avec des chauffeurs, des prestataires de pléthore, avec un choix illimité, une pression accrue. Aujourd'hui, quand vous voulez organiser des transports, quand vous voulez négocier des tarifs, vous voyez clairement que le monde a changé. La personne qui tient le marteau, c'est plus vous. Donc à ce moment-là, nous allons, je pense, avec la pyramide des âges, l'évolution, les besoins accrus de maîtrise et de curiosité et des nouvelles caractéristiques que l'on recherche auprès des collaborateurs, on risque de se trouver
courte, voire moyenne ou courte échéance, avec des difficultés de recrutement, en particulier pour les domaines de la supply chain, qui sont quand même assez ingrats, puisqu'on arrive, entre guillemets, sur la scène du crime, c'est-à-dire on n'a pas livré à l'heure, le client n'est pas content, qui on va voir? La supply chain. Donc, je pense qu'il est très important de faire les choses avec les équipes pour répondre à leurs contraintes et surtout alléger leur quotidien de tâches. Je cherche mes mots parce que je suis souvent en anglais, on va dire de tâches qui alimentent un système mais qui n'alimentent pas forcément la valeur donnée au client. La bureaucratie pour ne pas la nommer. Une fois qu'on a fait ce pilote avec les équipes, il est important de faire un point, de faire une pause et de récolter le feedback et les évaluations de ces équipes vis-à-vis du pilote. Et éventuellement, toute possibilité d'amélioration. Simple. Aujourd'hui, nous ne sommes plus limités comme par le passé par la technologie. La technologie est simple, on peut faire facilement des mises à jour, on peut facilement changer des développements. Il faut en profiter. Une fois que le feedback des équipes a été bien collecté, que les équipes ont eu leur mot à dire, on peut valider aussi la mesure de performance qu'on va mettre ensemble sur l'outil. Donc, au niveau du pilote, on va dire, ben voilà, ce pilote, on a par exemple automatisé une certaine forme de visibilité de nos flux logistiques. Qu'est-ce que ça génère? Qu'est-ce que ça entraîne en termes d'efficacité et de performance? On n'a plus besoin de passer des heures et des heures à aller chercher de l'information. On n'a plus besoin de renseigner des listes sur des SharePoint. L'information est accessible à tous. On n'a plus besoin de choisir de suivre un navire, un camion. On peut suivre notre marchandise sans passer par tous ces intermédiaires. Ce sont quelques exemples, par exemple, sur ce sujet. Une fois que toutes les équipes sont alignées sur les KPI, qu'on sait ce qu'on va mesurer, qu'on va montrer effectivement au niveau du pilote ce qu'on attend du déploiement, à ce moment-là, on peut commencer le déploiement du pilote une fois validé avec les outils de mesure que les équipes ont choisis. Et quand on déploie, à ce moment-là, bon, ça peut prendre un certain temps, on peut choisir une stratégie. Moi, je recommanderais de passer par les équipes les plus réticentes. Parce que si on convainc ceux qui sont les plus contre, après, vous avez de sacrés ambassadeurs. Et vous pouvez aussi, de cette manière-là, aussi adresser les suggestions. Et n'oubliez jamais que les gens qui sont souvent contre sont des gens assez créatifs, ont envie de bien faire, souvent. Ce ne sont pas forcément des gens qui ne sont pas impliqués. C'est plutôt le contraire parfois. Donc, je pense qu'il est important aussi de donner la voix. C'est toujours plus facile d'être dans l'opposition que dans la majorité. Vous les mettez dans la majorité en les incorporant au pilote et vous aussi, vous gagnez toute l'expérience de ces personnes qui ne sont pas forcément faciles, je vous le concède, mais qui peuvent parfois vous surprendre par une très grande contribution. Enfin, une fois que vous avez déployé, il est bon ton de laisser tourner un peu la solution quelques mois. Hein, tout dépend de la saisonnalité de votre activité. Ça peut être 1 ou 2 mois ou ça peut être plus long. Tout dépend de l'intensité de l'activité et de la tâche que vous avez mis sous digitalisation. À ce moment-là, vous faites une évaluation avec les mêmes équipes, avec les tableaux de bord convenus et vous regardez si effectivement l'outil a bien apporté ce que tout le monde pensait qu'il allait apporter. Si c'est plus, si c'est moins, s'il y a de nouvelles idées. Et si on faisait ci, et si on faisait ça. Et à ce moment-là, je pense que vous êtes tout à fait prêt avec des équipes motivées pour continuer la démarche, pour automatiser un nouveau flux, pour mettre en place une nouvelle fonctionnalité en vous appuyant sur du digital. Je pense que si on fait quelque chose avec les équipes, en amont, le temps est largement gagné. Bien sûr, ça va paraître un petit peu plus long au départ que d'essayer de passer en force. Mais dans le long terme, vous gagnez la phase de formation parce que tout le monde ayant participé, vous n'avez plus besoin de former. Vous avez des volontaires pour les key users. Vous enlevez tout ce qui n'est pas nécessaire. Vous vous rendez compte parfois que les personnes qui font le travail ont des idées. Et je pense qu'il faut vraiment leur faire confiance à cet aspect-là. Ils connaissent bien mieux les contraintes opérationnelles et vous avez le droit de challenger et vous pouvez rentrer dans un dialogue constructif basé sur les faits.
avec les équipes et leur montrer les valeurs et eux-mêmes peuvent les constater. Et je pense que ça, c'est vraiment la puissance du digital aujourd'hui. Ce sont des cycles de développement très courts. C'est une proximité avec le prestataire qui vous donne la solution. Et c'est finalement une certaine liberté vis-à-vis de la partie technique. La partie technique, pour moi, elle doit s'effacer face à l'ergonomie du produit. Et aujourd'hui, au niveau programmation, on a tellement plus de facilité que je pense qu'il faut absolument utiliser ces options. Un autre élément, je dirais, de synthèse pour cette partie, c'est effectivement rester simple. Rester simple. Et là, je pense qu'on peut passer au retour d'expérience au deuxième slide. S'il veut bien s'afficher. Je crois que j'ai un petit bug. Je clique pour vous, Valérie. Ah, c'est bon. Alors, j'ai essayé de vous résumer sur un slide à peu près tous les éléments clés qui ont fait le succès des différents projets. Je dirais que quand vous choisissez un partenaire du digital, il faut prendre une société qui a à peu près la même stratégie ou une stratégie compatible avec la vôtre. Donc, si vous voulez une solution légère et agile, il ne faut pas vous prendre un partenaire qui a envie de vous vendre un système complètement intégré avec tout un environnement turnkey. A contrario, si vous voulez un environnement intégré, il faut choisir un partenaire qui est en mesure de vous le fournir. Donc, je pense qu'il y a un dialogue déjà à avoir avec les partenaires potentiels et à comprendre les stratégies aussi. Beaucoup de startups souhaitent se faire acheter et disparaître dans 2-3 ans. Il faut quand même faire aussi attention en tant qu'entreprise de savoir si la solution qui va être apportée sur un cloud, donc on connaît plug-in, plug-out, il ne faut pas l'oublier aussi, va être susceptible de rester longtemps et si elle ne reste pas longtemps, que se passe-t-il? Quel est l'impact sur la société? Quel est l'impact sur le business? Donc ça, c'est quand même le côté partenariat. Il faut vraiment passer du temps, je dirais, avec les partenaires et comprendre leur stratégie et comprendre leur façon d'apporter la valeur au projet, le segment de la supply chain sur lesquels ils travaillent. Après, la deuxième clé, je dirais, la plus importante, mais qui est, de mon point de vue aussi, la plus difficile, c'est de faire simple. De bien délimiter l'action qu'on aura sur un pilote et d'inscrire cette action délimitée dans un contexte. Et ce contexte, de mon point de vue, doit reprendre les valeurs de l'entreprise, doit comprendre aussi le client et doit faire partie intégrante d'un processus un peu plus global qui est en fait la stratégie de l'entreprise. Par exemple, si à moyen terme, on souhaite que nos clients puissent passer des commandes en ligne et être livrés ou faire des retours, il faut inscrire peut-être une digitalisation du suivi des livraisons en tenant compte également des retours et pas simplement de la livraison, en pensant en amont le futur et positionner ce projet, ce pilote très déterminé, très spécifique dans son contexte. D'où l'étape suivante qui est une vision claire des besoins de la supply chain et des attentes qu'a l'entreprise, son management, et aussi tous nos clients internes, que ce soit le marketing, que ce soit la finance, que ce soit le commercial, éventuellement la R&D qui peut être amenée à nous demander des informations, les taxes et le légal. Il faut aussi penser à tous nos clients internes dans le contexte de mise en place de ces solutions. Ils peuvent aussi être d'une très grande aide pour préparer le terrain quand vous allez déployer ou quand vous allez passer à une intégration ou à des solutions de plus en plus digitales. Vous avez par exemple au niveau de l'Union européenne beaucoup de digitalisation de documents d'État, enfin des documents douaniers, de documents de factures. En 2025, je pense qu'on ne pourra plus vraiment utiliser du papier partout dans les grands pays européens. Donc il y a vraiment un mouvement qui s'accélère dans ce domaine-là. Il est important que la supply chain, qui est souvent aux premières loges de ces contraintes, commence à partager ces contraintes avec ses clients et ses collègues internes pour expliquer au plus tôt l'approche de la digitalisation
et les conséquences que ça peut avoir et demander de l'aide aussi au département légal, au département financier pour aller de l'avant, par exemple, sur une dématérialisation de factures ou de contrôle de factures ou de codification de coûts qui souvent atterrit bien contre leur volonté au sein des départements logistiques. Et donc, une fois qu'on a un petit peu ce contexte, je dirais, avec ces 4 éléments, je pense qu'il faut aussi faire confiance aux équipes. L'expérience acquise, la contribution de chacun, souvent, peut ne pas se voir. Les choses se passent bien, il ne se passe rien. Certains disent la logistique ne fait rien, il ne se passe rien. Tout va bien. Tout va bien parce que justement des personnes pensent à tout, préparent les choses, anticipent et travaillent. Et je pense qu'il est important de donner une voix à toutes ces personnes qui font des choses, de partager l'expérience au sein de l'entreprise et au travers de ces expériences partagées, identifier les éléments qui peuvent permettre aux équipes de se libérer de tâches bureaucratiques ou éventuellement de supprimer certaines tâches qui n'ont plus lieu d'être, qui n'ont plus d'intérêt autre qu'un intérêt bureaucratique. Et là, je vous garantis que le changement, vous n'avez pas besoin de le pousser, ils vont le pousser pour vous. Il faut aussi, dans ce contexte-là, bien sûr, penser ergonomie et penser simplicité. Quand vous enlevez des choses, il faut aussi que les nouveaux outils soient faciles. Pensez à votre expérience sur Internet. Quand vous cliquez 3 fois sur un truc et que ça ne marche pas, vous n'avez qu'une envie, vous passez à autre chose. L'utilisateur dans l'entreprise, il n'est pas différent. Donc, si vous lui donnez un outil, une application sur laquelle il doit renseigner un incident, il doit renseigner un document, si ça plante tout le temps, au bout d'un moment, ça ne va pas aller, quoi. Donc, il faut vraiment choyer un petit peu cette ergonomie, cette expérience utilisateur pour avoir des bases solides et une acceptation et une adhésion au processus qui vont vous garantir des données fiables et des données en temps réel. Et puis, toujours, la bureaucratie, essayer de la supprimer. C'est un bien grand mot, mais malheureusement, la bureaucratie a beaucoup profité de la digitalisation qui, dans une entreprise, ne doit pas renseigner son parcours, son nom, son adresse, alors qu'il a fourni tous les CV, tous les éléments au service ressources humaines, qui ne doit pas renseigner 10 fois certains éléments de sa fonction. Voilà, la digitalisation doit être aussi là pour supprimer des tâches et éviter de redemander des choses. C'est tellement facile de demander. Il faut aussi penser une certaine cohérence et penser que le temps, c'est de l'argent et que nos collaborateurs, quand ils font des tâches de secrétariat et que ce sont des spécialistes, on utilise bien mal leurs ressources. Et je dirais que l'un des écueils fondamentaux pour conclure des projets digitaux, c'est la capacité à montrer, démontrer, je dirais avec des chiffres, des données, des exemples, la valeur apportée par la digitalisation. On a beaucoup de projets où on a des objectifs assez nébuleux. C'est important de pouvoir démontrer que dans le pilote, on avait des hypothèses, on a confronté ces hypothèses à une certaine réalité qui est le pilote, on a éventuellement corrigé le tir. Si ça ne se passe pas bien, c'est très bien d'abandonner au niveau du stade du pilote et de reformuler la demande. Mais une fois que les équipes se sont alignées, qu'on sait ce qu'on va mesurer et pourquoi on le mesure et qu'est-ce qu'on en attend, et qu'on est en mesure de montrer à notre hiérarchie pourquoi on l'a fait, comment on l'a fait et qu'est-ce que ça nous apporte, à ce moment-là, on a nous-mêmes construit la transparence par le bas vers le haut et la cohérence étant garantie par le fait de s'aligner aux valeurs de l'entreprise et aux objectifs de la supply chain tactique et stratégique. Voilà, je vous laisse le champ libre pour toutes les questions. Je vois qu'il y a un chat, il y a une question concernant les outils efficaces et prouvés qui diminuent la pollution générée par les boîtes mail. Oui, effectivement, trop de mails tuent les mails. Qui n'a pas reçu la phrase au téléphone de quelqu'un d'exaspéré disant « je vous ai envoyé un mail » et la réponse est habituellement comme 300 autres personnes aujourd'hui. Oui, effectivement, on avait la phrase « think before you print ». Peut-être qu'on doit rajouter « think before you mail ».
Là aussi, Ouais. la digitalisation peut réduire considérablement le nombre de mails. Quand l'information est disponible à tous, on n'a plus besoin de passer son temps à la demander à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, merci beaucoup Valérie. Alors, on est un peu court en termes de temps. Peut-être faire une petite synthèse de ce qui ressort du chat. Hein. Il y a beaucoup d'interventions sur le besoin, effectivement, de partir de la base, de partir des personnes, de leur faire confiance et de partir des usages également pour initier le changement. Le dernier commentaire, je trouve assez intéressant, dit effectivement, les personnes ont des idées, mais rarement le temps et l'espace pour les partager. Donc, il y a sans doute quelque chose à creuser sur quels canaux de communication et d'écoute on met en place pour être capable de capter tout ce savoir-faire et toute cette valeur qu'il y a chez l'ensemble des collaborateurs. Ce que je vous propose pour conclure, enfin avant de conclure, c'est de regarder les résultats des différents sondages donc, auxquels vous avez répondu. Donc le premier, c'était qu'est-ce qui vous pousse à changer les processus de votre entreprise? Vient en premier une perte de compétitivité. Alors, on sait que la supply chain est un monde assez féroce d'un point de vue concurrence. Hein, on n'est pas sur des business monopolistiques. Donc, un très léger décrochage peut faire assez mal vis-à-vis de ses concurrents. Et je pense que c'est un secteur qui, à cause de ça, est dans l'obligation de se renouveler en continu. Et puis, il y a changer les processus, donc il y a obsolescence des outils qui arrive en deuxième. Ensuite, quand on prend à la question quels sont vos freins face au changement, alors le premier frein face au changement, c'est le temps, hein, perte de temps, prise en main de l'outil digital, perte de performance. Je pense que ça fait écho à tout le sujet de la transition entre l'état d'aujourd'hui et l'état de demain qui sera meilleur, et puis toute cette phase de transition qui forcément demande un certain investissement et un certain coût, que ce soit humain, temps ou tout simplement en euros. Les autres sondages, ensuite on avait quel est le niveau de maturité digitale de votre entreprise? Globalement, le premier, c'est limité. Alors, c'est assez complexe hein, comme question, puisqu'on ne sait pas ce que ça recouvre réellement, mais le sentiment, en tout cas, des participants, c'est que le niveau de maturité digitale est limité pour 42% et bon pour 38% et faible pour 21%. Donc, c'est plutôt le faible niveau de maturité digitale qui ressort aujourd'hui. Et peut-être, je crois qu'il y en avait un dernier. On me remonte les sondages en parallèle, hein, c'est pour ça que. D'après vous, que vos collaborateurs sont plutôt volontaires, réfractaires ou demandeurs, et ben en fait, c'est les volontaires s'ils en comprennent l'utilité à 80%, pour seulement 19% réfractaires au changement. Je pense que c'est une bonne conclusion en fait de tout ce qui s'est dit aujourd'hui et de ce qu'on a vu au travers du chat et au travers des questions. C'est que la base de tout changement, c'est les collaborateurs, leur savoir-faire, leur expérience, que quelque part, chacun n'aspire qu'à une chose, c'est à être capable de mieux faire son travail dans de meilleures conditions, qu'il y a des outils qui existent pour ça, que la digitalisation est un excellent outil pour le faire. Mais sans un accompagnement solide et structuré, on va avoir beaucoup de mal à mettre en place ce changement. Donc, en gros, le changement, oui, mais aidez-nous à y arriver. J'ai l'impression que c'est un peu la conclusion des intervenants, des interventions de nos intervenantes et des différentes questions. Donc, merci à tous. Le replay, évidemment, sera disponible très rapidement. On va également partager l'ensemble des résultats du sondage. Donc vous allez recevoir tout ça. Merci encore à tous nos participants, à nos intervenantes. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous écrire, à nous contacter. L'adresse la plus simple, c'est contact@dcbrain.com. Vous avez également notre LinkedIn et notre site internet. Voilà, n'hésitez surtout pas. Continuons à échanger sur cette belle thématique. Je suis sûr qu'il y a plein de choses encore à dire ensemble. Merci à tous et merci à nos intervenantes.
Merci. Très bien.